Gouvernement, participation et mission de l'entreprise. Ce n'est pas Blanche Ségrestin que j'ai en face de moi, c'est Stéphane Vernac. Bonjour Stéphane. Bonjour. Co-auteur avec Blanche Ségrestin, CGS Mines ParisTech. Vous êtes à l'université d'Amiens, maître de conférences en droit privé. Voilà. Auteur de cet ouvrage, donc, qui est issu, pour faire très simple, de l'ensemble des travaux des Bernardins, enfin qui s'inscrit dans la lignée de l'ensemble des travaux menés au Collège des Bernardins, qui ont abouti à la loi Pacte. Peut-être que je vais un peu vite en musique, en disant abouti à la loi Pacte, mais qui ont participé de ce grand moment d'élaboration qui conduit aujourd'hui à la loi Pacte. On va parler de l'ouvrage, oui. On va parler de la loi Pacte. Voilà. Parce que l'ouvrage nous parle aussi de participation de l'entreprise qui aujourd'hui disparaît un peu, il me semble, dans la loi Pacte. La loi Pacte, d'où est venue d'abord cette idée saugrenue qu'on pourrait réformer l'entreprise par le droit des sociétés ? Alors, l'idée de réformer l'entreprise part d'un constat qui effectivement est réalisé par un groupe de recherche du Collège des Bernardins depuis 2009, consistant à dire que l'entreprise est en crise et qu'effectivement il faut réformer l'entreprise. On a constaté, aujourd'hui ça ne fait plus débat, que par exemple la part des bénéfices qui sont distribués aux actionnaires ou reversés sous forme de rachat d'actions est supérieure à l'investissement et on ne compte plus les dommages sociaux, environnementaux, les dégradations de conditions de travail, les inégalités, etc., causées par les entreprises. Et donc l'idée a été de dresser un diagnostic dans ce groupe de recherche et pour reprendre l'expression d'Olivier Favreau que vous avez déjà reçue, c'est celui de la déformation de l'entreprise par la théorie économique. Mais ça, certains économistes en parleront mieux que moi sur l'idée que fausse en droit que l'actionnaire serait propriétaire de l'entreprise. Les juristes vous diront tous, normalement, que l'actionnaire n'est en rien propriétaire de l'entreprise, puisque l'entreprise n'est pas un objet de propriété, mais que l'actionnaire n'est simplement propriétaire que de droits sur le capital social. Et puis, une déformation qui vient du droit lui-même, en réalité. Parce que on peut faire le constat suivant, c'est que l'entreprise est régie par le droit des sociétés. Et même plus encore, elle est prisonnière de la société. C'est le droit des sociétés qui lui donne son gouvernement. Ce sont les dirigeants de la société qui dirigent l'entreprise. Or, l'entreprise, ce n'est pas la société. La société, en droit, c'est un contrat. C'est un contrat d'abord entre les associés en vue de réaliser un apport pour partager des bénéfices, contribuer aux pertes ou partager des économies. Bon. Mais en réalité, l'entreprise, c'est un concept qui est beaucoup plus riche que la notion de société. Déjà, ce n'est pas le même collectif. L'entreprise réunit aussi des salariés, bien évidemment, et plus largement une collectivité de travail qui ne sont pas que les salariés de la société. Et puis l'entreprise, c'est beaucoup plus riche qu'un simple contrat entre des associés. L'entreprise, c'est un espace de création collective, c'est un espace aussi politique dans lequel on doit réfléchir à l'équilibre des pouvoirs. Et donc, pourquoi réformer l'entreprise ? Eh bien, oui, c'est parce que ce vêtement juridique de l'entreprise que constitue la société est devenu quand même bien trop étroit. Bien trop étroit. Alors, quand on veut la réformer, quelle théorie on a à disposition ? Quel cadre normatif ? Alors, effectivement, dans nos travaux, et cet ouvrage est une synthèse de ces travaux, on ne s'est pas contenté de critiquer, on a essayé de construire quand même une théorie de l'entreprise afin ensuite de faire des propositions qui sont plutôt d'ordre juridique. Les théories sous-jacentes, en tout cas, ce sont deux orientations. D'abord, c'est l'idée, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, que l'entreprise, c'est un espace de création collective dans lequel on va effectivement avoir des salariés, ce n'est pas simplement une combinaison du travail et du capital, mais des salariés qui aussi inventent, qui créent. C'est un espace de travail génératif dans lequel, en réalité, on va devoir faire face à un inconnu, pour reprendre les travaux de Blanche Ségrestin et Armand Hatchell. Donc il fallait renouveler la conception aussi du travail et aussi renouveler la conception du pouvoir des dirigeants avec cette idée que justement l'entreprise c'est un espace de création collective. L'autorité de gestion, ce n'est pas simplement une autorité de commandement.
les dirigeants ne font pas que commander. Ils doivent justement gérer cette part d'inconnu. Ils doivent aussi mobiliser des ressources, engager un collectif vers l'avenir. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut penser. Et puis, toujours dans ces théories de l'entreprise, on a aussi l'idée que l'entreprise, c'est un espace donc politique. C'est un système de pouvoir, l'entreprise, un peu comme l'État, dans lequel on a un pouvoir qui s'exerce en interne sur ses membres, sur ses parties constituantes, sur bien sûr les salariés, les travailleurs plus généralement, mais aussi un pouvoir qui s'exerce sur l'externe, sur l'extérieur, si tant est qu'on puisse faire une distinction entre l'intérieur et l'extérieur, mais un pouvoir qui s'exerce et qui peut affecter la collectivité, le bassin d'emploi, l'environnement, toute la société avec un grand S. Donc voilà, l'entreprise, c'est une entité qui est politique par essence et non pas un objet de propriété privée comme on a bien pu vouloir nous le faire croire. Alors, l'actualité de la loi Pacte, du coup, on en est où aujourd'hui ? Alors, effectivement, dans l'actualité, eh bien, ça poursuit un peu, en tout cas, on peut être optimiste, ces travaux qui invitent à repenser à la fois les normes de gestion de l'entreprise et les normes constitutionnelles de l'entreprise. Alors, dans les normes constitutionnelles, on a des propositions qui sont quand même un peu plus fortes que ce qui est consacré dans ce projet encore de loi Pacte. Dans nos travaux, notamment coordonnés sur ce point par Olivier Favreau, on propose l'idée d'une codétermination, l'idée d'une participation quand même plus importante des salariés, tout comme les actionnaires, à la gouvernance de la société. Mais il y a aussi une volonté de réformer les normes de gestion. On propose aussi un certain nombre de choses dans notre ouvrage, mais dans ce projet de loi Pacte, effectivement, on a quand même une évolution que l'on peut considérer comme très positive, même si on pourrait toujours aller plus loin, sur la réforme des normes de gestion de l'entreprise. On peut dire, pour résumer, un article de ce projet de loi Pacte, l'article 61, qui est inclus dans une section qui s'appelle « Repenser la place de la société ». 3 étages de réforme. Un premier étage dans lequel on prévoit dans un article 1833 que la société doit être gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. C'est donc inscrire dans le Code civil l'idée que la société doit finalement doit être gérée dans un intérêt qui n'est pas celui des actionnaires et qui ne peut en rien porter préjudice aux intérêts externes. C'est donc une idée de réflexivité qui s'impose aux dirigeants. Le dirigeant doit gérer en prenant compte, en évaluant l'impact de ses décisions sur l'environnement, sur un bassin d'emploi, par exemple. Donc ça, c'est un premier étage. Sur le plan symbolique, c'est une évolution qui est fondamentale. L'inscrire dans le Code civil, cela fait bien évidemment l'objet de débats, de critiques. Le Code civil, c'est quand même le code de la société française. C'est le plus important depuis 1804. On ne doit pas le toucher. Tout est inscrit dans le marbre, soi-disant depuis 1804. Non, c'est faux. Les juristes savent bien que le Code civil est régulièrement réformé, qu'il y a par exemple une très importante réforme du droit des contrats en 2016, ratifiée en 2018, qui a introduit un grand nombre de textes passés totalement inaperçus. Et donc la réforme de l'article 1833, qui datait pour l'essentiel de 1804, un petit peu modifiée en 1978, cette réforme-là, c'est pas parce qu'on touche au Code civil qu'on va changer fondamentalement tout l'ordre juridique. Mais sur le plan symbolique, c'est ça qui gêne, c'est ça qui est important, c'est que on introduit l'idée que la société doit respecter des normes de gestion. Voilà. Ça, c'est le premier étage. Il y a un deuxième étage dans lequel il est précisé dans le Code de commerce que les statuts de la société peuvent, c'est facultatif, peuvent préciser une raison d'être, c'est-à-dire, en gros, les principes pour lesquels la société va affecter des moyens. C'est un concept totalement nouveau. Alors le fait que ce soit nouveau, ce n'est pas en soi critiquable. Quand c'est nouveau, ça veut dire qu'on pourra l'interpréter, que ça va rentrer dans la vie juridique et qu'on va lui donner vie. On verra
On verra bien comment. Et puis, il y a un troisième étage. Pour aller plus loin, certaines sociétés pourront se déclarer société à mission en allant plus loin dans leur statut que la raison d'être, mais en inscrivant une mission dans leur statut, c'est-à-dire des objectifs spécifiques qui ne sont pas bien sûr uniquement un objectif lucratif, mais un objectif qui tient à l'activité. Ça, c'est très important parce qu'en droit des sociétés, ce qui est extraordinaire, c'est que ce soit dans le Code civil ou dans le Code de commerce, le droit des sociétés est assez indifférent à l'activité de l'entreprise. On a l'objet social qui est inscrit dans les statuts, qui est une liste d'activités que la société peut exercer, mais sur lesquelles elle n'a aucun engagement. C'est un champ des possibles. Là, la société à mission, c'est l'idée de dire on s'engage dans tel ou tel type d'activité et en respectant tel ou tel principe et tel ou tel objectif. On veut développer la recherche dans tel ou tel domaine, par exemple. Et ça, c'est totalement fondamental, c'est très important. Ça va bien au-delà des chartes éthiques que l'on trouve aujourd'hui, qui pullulent parce qu'on sait bien qu'elles ont une force juridique extrêmement précaire. Et donc là, justement, eh bien, il faut prendre les engagements au sérieux. Si on veut s'engager, si une société veut s'engager, eh bien, elle doit inscrire ses engagements dans ses statuts. Bref, vous voyez, avec ces réformes, il faut toujours être optimiste, mais ces réformes sont intéressantes parce qu'elles consistent à réformer l'entreprise dans un droit des sociétés qu'il a très longtemps ignoré. On imagine que ça ne se fait pas sans peine. Et donc, une actualité à suivre de manière très attentive. Merci Stéphane Vernac. Merci beaucoup.